à tous, merci pour votre présence. Alors pour ceux qui, ne l'ont pas, entendu, en introduction, vos caméras et micros sont coupés puisque ce webinaire, est enregistré et fera l'objet d'un replay. Les seules personnes, qui, sont autorisées à parler et à être visibles sont, les intervenants. Du coup, en termes de processus, quand vous avez des questions, vous les posez dans la discussion, dans le chat. Et moi, je m'en ferai le relais dans la deuxième partie du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et ne soyez pas surpris si on n'y répond pas immédiatement. C'est prévu, c'est en 2 temps. Voilà, donc ce webinaire est le 5e de la série Regard expert, qui portera sur les outils de sciences humaines et sociales au service des projets de solidarité internationale. Donc le but de ce type de webinaire, c'est de vous donner les clés pour mener au mieux vos projets partenariaux dans le secteur de la solidarité internationale. Donc nous avons écouté les besoins exprimés lors de l'enquête Coexiste menée fin d'année passée, pour définir le thème de ce nouveau regard expert, puisque effectivement, il avait suscité pas mal d'envie après avoir traité dans nos précédents regards experts l'ensemble des thèmes qui avaient été identifiés au préalable comme prioritaires au lancement de Coexiste. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces replays dans la médiathèque de Coexiste. Donc ce webinaire, il est organisé par Coexiste, hein, qui est un dispositif de la Cité de la Solidarité internationale basé à Annemasse. Donc on est à la frontière franco-suisse. Coexiste, il a pour mission de faciliter la rencontre et la mise en œuvre de partenariats opérationnels. C'est ce qu'on appelle donc les partenariats de co-construction ou encore les partenariats techniques entre ONG et entreprises dans le cadre de projets de solidarité internationale et plus spécifiquement sur les thématiques de l'eau assainissement, de l'énergie, de l'agri-agro, de la santé et depuis tout récemment de l'environnement et de la gestion des déchets. Donc ce webinaire aujourd'hui, il s'intègre dans l'offre de services proposée par Coexiste à l'ensemble des membres de sa communauté, donc plus de 160 à ce jour, et plus largement à tous ceux qui se retrouvent autour de cet objectif de développement des partenariats de co-construction. Cette communauté, elle est notamment composée de Naro, l'entreprise Naro, qui est co-organisatrice de ce webinaire et dont l'une des 2 cofondatrices, Anaïs, va vous partager aujourd'hui son expertise. Donc avant de laisser la parole à Anaïs, un petit rappel. Je crois que Lucie vous l'a également noté dans le chat, mais le webinaire va se dérouler en 2 temps. Anaïs va faire sa présentation. Je la remercie vraiment grandement pour sa présence aujourd'hui et tout le temps de préparation amont. Et puis dans un deuxième temps, donc les questions-réponses où je me ferai un relais des questions que vous aurez posées via le chat. Je laisse maintenant la parole à Anaïs qui va vous présenter Naro avant de vous en dire plus sur les outils de sciences humaines et sociales qui peuvent être mobilisés dans le cadre de vos projets partenariaux et plus largement à l'ensemble de vos projets de solidarité internationale. Merci et bon webinaire à tous. Merci beaucoup Iris. Donc tout d'abord, merci à toute l'équipe de Coexiste de nous donner l'opportunité de vous partager un peu notre expérience professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole, mais je suis aussi accompagnée de mon associé Ethan, qui est là dans ce webinaire pour aussi m'épauler face à vos questions, ou en tout cas participer de cet événement. Donc nous sommes donc Naro, du latin raconter, et nous sommes une société à mission, c'est-à-dire que nous sommes une société commerciale, une entreprise, mais qui avons pris des engagements, c'est-à-dire pour agir avec des principes de responsabilité. Et vous voyez que notre métier est vraiment la recherche, puisque notre raison d'être est de produire des données et des analyses à partir d'une démarche scientifique dans les sciences humaines et sociales pour documenter des phénomènes sociaux et environnementaux contemporains. On se positionne comme un acteur du tiers secteur de la recherche, c'est-à-dire que c'est tous les acteurs, peut-être comme certains d'entre vous, qui pratiquent la recherche sans pour autant être estampillé université ou centre de recherche. Donc c'est un secteur montant. Vous y retrouvez par exemple la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, toutes les organisations de l'éducation populaire, etc.
Et nous, on s'est vraiment positionné sur la recherche-action à travers la mise en récit des expériences collectives et des expériences de projets qui sont mises en œuvre par les organisations et l'élaboration de dispositifs méthodologiques sur mesure. Donc voilà comment on se positionne. Je me permets de vous préciser que je m'excuse par avance, mais comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai anticipé un peu trop le printemps français et je suis donc enrhumée. Donc j'espère que ça n'impactera pas, et ça commence, pardon, la qualité de mon propos. N'hésitez pas à me le commenter en chat, il n'y a pas de souci. Je vous propose d'attaquer tout de suite. On est là pour discuter sur comment la recherche fait sens dans des projets de solidarité internationale et comment en fait ces partenariats solidarité internationale recherche sont pertinents. Donc j'ai d'abord redécomposé chacun des deux volets, c'est-à-dire pourquoi la solidarité internationale, qu'est-ce que c'est? J'ai repris la définition du CRIT, c'est-à-dire c'est un acte réfléchi qui vise à induire des changements de comportement individuels et collectifs. C'est aussi un acte politique, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, de rendre plus équitables les règles de collaboration sur des sujets donnés. Et finalement, qu'est-ce que la recherche en sciences humaines et sociales? Eh ben, en fait, les chercheurs sont là pour participer de la compréhension de l'univers social environnement, comprendre les pratiques, mais aussi les représentations et les comportements des individus, et ce, en vue d'éclairer et de mieux comprendre les enjeux actuels et donc de faire face aux défis de nos sociétés qui soient d'ordre socio-économique, politique et culturel. Et donc, vous voyez, croiser ces relations entre le monde de la solidarité internationale, porté par des ONG, mais aussi, par exemple, des entreprises et les acteurs de la recherche, ben, ça nous permet de travailler ensemble sur deux axes qui font sens commun, c'est-à-dire l'économique notamment et le social. Donc finalement, nous, ce qu'on propose, c'est que ce lien solidarité internationale et de recherche en SHS, on le défend, c'est presque un militantisme, c'est que pour nous, elle participe d'une autre relation entre la science et la société, dans une logique de coproduction des connaissances, c'est de dire que tout le monde, de par ses expériences professionnelles et ses réalités terrain, est en capacité de produire de la donnée et des analyses qui produisent des connaissances sur notre monde social. Et c'est vraiment une posture assez forte, peut-être que vous la conscientisez moins depuis où vous vous situez, mais parce que nous qui venons de l'ESR, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur et de la recherche, pendant longtemps, ce lien science-société a été complètement guidé par une logique diffusionniste, c'est-à-dire les sachants se situent du côté de la recherche et de l'université, et ils diffusent au reste du monde les connaissances aux acteurs. Aujourd'hui, que ce soit côté recherche ou côté société civile, on propose une autre lecture, une autre façon de faire, où en fait on s'allie ensemble dans des relations horizontales pour co-construire la recherche, pour faire face à nos enjeux communs. C'est typiquement la logique de l'objectif de développement durable 17 qui encourage ces partenariats entre des acteurs de nature différente. Je te propose, Iris, voilà. Donc, le but, c'était aussi que ce webinaire vous donne des outils. Donc, on a vraiment pris ce parti-là de vous donner plein d'outils que vous pourriez remobiliser facilement dans vos expériences respectives. Et puis aussi, le but, c'est d'injecter des réflexions que nous, on porte pour qu'on puisse les mettre en dialogue. Donc, la première partie vise à dire finalement quel outil issu des sciences humaines et sociales mobiliser dans les projets de scientifiques, dans les projets de solidarité internationale, pardon. Et tout d'abord, revenir au concept clé de la recherche, c'est-à-dire la démarche scientifique. Qu'est-ce que la démarche scientifique? Elle se compose de 4 étapes principales sur lesquelles je vais revenir. Problématiser, collecter des données, analyser ces données et formaliser et restituer ces résultats. La spécificité de la démarche scientifique, c'est ce processus qu'on dit itératif, c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des étapes séquencées qui se déroulent les unes après les autres, ce sont des allers-retours permanents. Vous l'avez très clairement, ce que je suis en train de vous dire, je suis convaincue que pour tous, rien ne vous surprend. Finalement, c'est aussi la manière dont vous devez opérer et mettre en œuvre vos méthodes au sein de vos organisations. On part d'une question, on documente cette question, on la confronte à la réalité du terrain, on se rend compte que souvent tout ce qu'on avait théoriquement pensé vole en éclats, on repense cette théorie et on avance de cette manière, et même dans la phase d'analyse, on peut revenir à nos questions de départ, à nos hypothèses. Donc vous voyez, c'est vraiment ça la démarche itérative. Donc là, je vais décliner les 4 étapes. Donc finalement, qu'est-ce que problématiser? Ça peut venir de n'importe quelle, par n'importe quelle porte, si je puis dire. Vous êtes sur vos terrains,
vous faites le constat d'un phénomène que vous n'aviez pas anticipé ou tout simplement qui stimule votre appétence, qui stimule votre curiosité ou au contraire, vous arrivez par la théorie, vous lisez des livres, des articles et vous êtes interpellé par une question et vous vous dites: «Ah finalement, comment elle se traduit dans mon terrain d'étude?» Donc en fait, la curiosité scientifique, elle part, comme la vôtre j'imagine, dans la solidarité internationale, d'un constat que vous faites d'une manière ou d'une autre sur le terrain. Problématiser, c'est se dire: «Ce constat qui vient de moi, comment je le resitue dans l'environnement scientifique et dans l'environnement professionnel?» pour me dire: «Est-ce que finalement c'est un enjeu nouveau? Est-ce que c'est une réalité, émergente? Est-ce que je suis bien en train d'explorer un sillon qui fait sens pour répondre à nos enjeux? Ou finalement est-ce que je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes et que ces questions ont déjà été largement traitées, abordées, documentées et analysées par d'autres acteurs?» Donc problématiser, c'est un peu se resituer dans l'existant. Alors comment on fait? Eh ben, on a un outil, que vous connaissez probablement qui s'appelle la revue de littérature. Donc c'est-à-dire, c'est de se dire: «Je vais faire le bilan de tout ce qui existe». Donc nous, côté recherche, nos outils vont principalement être, les supports écrits. On va vraiment se mettre dans une démarche de lecture, écriture pour comprendre et moi, ce que je trouve très intéressant, depuis qu'on côtoie les acteurs de la solidarité internationale, bah, c'est de diversifier les sources. Pour une raison première pragmatique toute simple, c'est que je ne sais pas pour vous, mais lire et écrire, c'est coûteux. C'est quelque chose de difficile. Je pense qu'on est tous, plus ou moins victimes de ce phénomène de quand on lit, parfois on s'endort ou écrire, on a tous peur du syndrome de la page blanche. Je pense qu'il faut complètement déconstruire cette posture-là qui est souvent très cultivée dans la recherche, et de se dire, bah, en fait, aujourd'hui, il y a une production de données hyper abondante. Il y a à la fois la littérature scientifique, mais aussi tout ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire tout ce que vos organisations produisent en termes de rapports, de documents de projet, etc. Tout type de format écrit, comme les sites internet, les blogs. Et nous sommes à une époque où, en plus, il y a un vrai développement de tout ce que sont les productions sonores et audiovisuelles. Et ce sont des matériaux tout aussi valides qu'un ouvrage scientifique. Donc là, c'était vous dire, inspirez-vous de tout ça, et typiquement, petit conseil, le but étant aussi de vous partager ça, c'est de dire: vous n'êtes pas obligé de commencer par les ouvrages scientifiques. Au contraire, c'est ce que je vais vous montrer juste après, partez du plus évident. Juste un petit conseil sur, parfois on lit beaucoup de choses, mais on ne sait plus ce qu'on a lu, on ne sait plus où on l'a mis. Vous avez un logiciel, de gestion des références, qui est libre, gratuit et en open source qui s'appelle Zotero, qui vous permet en fait à partir d'internet, à chaque fois que vous lisez, quelque chose, vous écoutez quelque chose, vous ajoutez ça à votre navigateur, vous cliquez, c'est automatiquement enregistré dans une bibliothèque que vous pouvez organiser et que vous pouvez partager avec votre équipe. Donc je tenais à vous le partager. Merci, Iris. Alors après, souvent, on se confronte au fait de dire, où est-ce qu'on trouve l'information? Ça semble souvent évident, mais finalement, ce n'est pas si simple. Je vous ai mis ici, quelques exemples. Donc par exemple, HAL Sciences Ouvertes et Percé, qui sont des bases de données, scientifiques qui sont gratuites, qui sont aussi un service d'appui à la recherche qui a été fait pour, faciliter, la diffusion des travaux existants. Vous avez aussi, Kern, que vous connaissez probablement, qui est francophone, qui a été lui, par contre, fondé par des maisons d'édition. C'est pour ça que parfois son contenu est payant. Et aussi, comme je vous disais, donc ça, c'est vraiment pour avoir accès aux productions écrites scientifiques. Vous avez aussi un outil très pratique qui est Calenda, qui est issu de Open Edition, c'est-à-dire une infrastructure de recherche en libre accès, qui vous permet de connaître tous les événements en sciences humaines et sociales qui sont organisés en France et ailleurs, sur des sujets de sciences humaines et sociales. Donc, que ce soit des séminaires, des colloques, des webinaires, des tables rondes. Donc, ça permet aussi tout simplement de prendre la température de quoi on parle en ce moment et de vous situer là-dedans. Je vous invite aussi à vous inscrire à des listes de diffusion qui sont vraiment des initiatives prises par des collectifs de chercheurs. Vous avez GeoTamTam qui, sauf erreur de ma part, est suisse, qui vous permet de relier, à la fois des productions récentes, scientifiques ou non, des événements, des recherches de stages et cetera. Et pareil, vous avez EthnoInfo qui est, francophone. Donc voilà l'information les outils que je voulais vous donner. Et aussi, vous donner un peu, nous, nos techniques, méthodes, c'est-à-dire, on vous invite plutôt que quand vous voulez rentrer dans un sujet, plutôt que vous dire: «Je vais chercher l'ouvrage référence dessus et je vais lire les 500 pages», partez du plus simple. C'est-à-dire nous, on trouve que l'entrée podcast vous permet souvent de poser le contexte, les grands enjeux et après d'aller piocher.
Donc ça, c'est une première technique. La deuxième, c'est de dire plutôt de lire un ouvrage. Un chercheur, il fait un ouvrage quand il veut donner sa réflexion globale. Mais souvent, une idée clé, elle est restituée dans un article de 12-15 pages. Donc passez par les articles, captez cette idée clé, et si vous voulez tirer ce fil-là, vous pouvez aller chercher d'autres articles ou d'autres ouvrages. Donc là, je vous en ai mis plusieurs de nature vraiment différentes pour que vous voyez qu'en final, la recherche, elle est présente partout de manière très hybridée. Et ça, c'est vraiment super. Donc, vous avez tout d'abord la plateforme Canal U. C'est en fait la plateforme de l'audiovisuel, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Donc, vous aurez tout type de matériaux sur tout sujet. C'est un peu tous les chercheurs qui osent des formats autres que l'écrit, qui mettent à disposition leurs résultats de leurs projets de recherche sur cette plateforme. Je vous ai mis un exemple parmi tant d'autres d'un podcast qui s'appelle Interface, qui en fait met autour du micro des chercheurs, mais aussi des opérationnels de terrain sur des questionnements autour de l'urbanisme et du développement des villes en France et aussi dans tous les pays du monde. Je vous ai mis l'exemple aussi d'un projet de recherche multi-acteurs entre notamment le Royaume-Uni et l'Afrique sur des questions pardon, de sanitation, hein, pour partager mon accent anglais, Hygiène. c'est-à-dire, voilà, vous l'avez. Donc très intéressant et je vous invite vraiment à les regarder parce qu'ils ont tout type de support audiovisuel et en fait c'est de la recherche, si je puis dire, par le bas, c'est-à-dire en fait c'est les acteurs de terrain, c'est-à-dire les collectifs citoyens et les organisations de la solidarité internationale qui drivent le projet de recherche. C'est-à-dire les questions de recherche sont formulées en fonction des besoins des acteurs de terrain et ils ont une panoplie d'outils pour conduire ces recherches. Vous avez aussi depuis peu le podcast de l'AFD qui s'appelle Grande Ligne sur la recherche sur le développement. Vous voyez aussi cette hybridation entre la recherche au service du développement, comme nous on essaye de proposer à notre toute petite échelle de TPE. Donc voilà quelques outils. Merci beaucoup. Et là, je voulais vous parler un peu de quand on veut rentrer dans la phase de collecte de données, comment on s'y prend. C'est-à-dire que vous posez une question, vous avez défini un projet de solidarité internationale de recherche et il vous faut les données. Donc là, je vais vous présenter à la fois des outils qui sont des plus classiques, que je suis sûre que vous mobilisez déjà toutes et tous, et je vais vous inviter à oser des nouvelles manières de faire avec vos parties prenantes pour collecter ces données. Alors, l'outil le plus classique et qui semble souvent le plus évident, c'est l'observation. Sauf que je pense que la posture d'observation, elle est très importante parce que oser se mettre en posture d'observation, c'est se donner les moyens de regarder une réalité qu'on peut penser évidente autrement. Donc, c'est de se dire que finalement, on arrive tous avec des principes, avec une vision plus ou moins subjective de comment ça se passe sur le terrain. Et ben, oser formaliser un protocole d'observation, c'est finalement donner crédibilité aux pratiques des acteurs plutôt que de les imaginer de notre point de vue. Donc, j'incite toujours là-dessus. Je vous ai mis une citation en ce sens que vous pourrez lire a posteriori sur le fait qu'en fait, même quand on connaît son terrain, ça fait toujours du bien d'essayer de l'objectiver en essayant de poser un nouveau regard dessus. Vous avez aussi les questionnaires. Donc là, je sais que dans vos milieux, vous utilisez beaucoup Kobo Toolbox, qui est en effet un super outil libre d'accès. Le questionnaire, à quoi ça sert? Évidemment, ces outils, il ne faut pas les utiliser en soi, il faut toujours se demander au service de quoi on les met, ça je ne vous apprends rien. Pour moi, le questionnaire, il a deux fonctions. Il peut intervenir au début du projet, c'est avoir une fonction exploratoire. J'ai pressenti qu'il se passait quelque chose sur le terrain. J'ai essayé de le formaliser dans une problématique, des questions très opérationnelles et de recherche. Et je veux juste aller voir de premiers acteurs qui me semblent pertinents pour me dire jusqu'où je pars avec les bonnes hypothèses. Donc, vous faites des questionnaires exploratoires pour vous dire est-ce que je sonde une réalité en l'abordant sous le bon angle. Et puis, vous avez aussi le questionnaire, une fois que vous êtes bien avancé dans votre projet ou dans votre recherche, qui vise à dire OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est de la réalité que je sonde. Je veux connaître un peu son poids, c'est-à-dire jusqu'où elle est porteuse d'une réalité qui fait sens. Et donc là, vous allez chercher à systématiser les données. C'est-à-dire, en fait, vous allez adresser les mêmes questions à des acteurs cibles et que c'est un peu le poids de ces réponses qui va vous permettre de dire si ce que vous observez fait sens. Donc voilà vraiment la fonction du questionnaire en début de projet, au cœur du projet, avec des finalités différentes. Vous avez aussi les entretiens que vous menez déjà toutes et tous, j'imagine. Alors, qu'est-ce que c'est l'entretien? C'est tout simplement une interaction entre deux individus, une conversation organisée. Nous, tout ce qu'on a à dire là-dessus, c'est de dire que c'est important, même si c'est une conversation qui doit se faire de manière fluide, d'avoir des objectifs cadrés
puisque ce que vous recherchez, c'est d'avoir un discours à visée informative. Vous voulez apprendre des choses et compréhensibles. Vous voulez que les acteurs vous expliquent de leur point de vue comment eux, ils analysent une dynamique, une évolution, etc. Donc, on vous invite toujours à travailler, j'ai une illustration juste après, si tu veux bien, Iris, à travailler avec un outil qui s'appelle le guide d'entretien. Donc là, je vous ai mis un exemple, hein, alors là, typiquement, c'était sur mes travaux de thèse où je travaillais sur l'agriculture familiale au Nicaragua. C'est vous posez vos sections. Donc là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre finalement au Nicaragua, qu'est-ce que la cellule familiale? Donc, posez-vous toujours la question de cette section, à qui ça fait sens que je pose les questions? Quel est mon objectif poursuivi? Et vous allez voir que ce travail de cadrage au fil des pages vous permet de savoir vraiment quelle information vous allez chercher. Vous voyez ensuite que, enfin vous voyez, j'imagine, vous regarderez a posteriori plus tôt, mais je suis pas en train de poser des questions précises, je suis juste en train de me mettre des repères qui doivent guider le fil de ma conversation. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque ça permet non seulement de laisser libre cours à la conversation au rythme de votre interlocutrice ou de votre interlocuteur, mais vous d'avoir toujours une grille de repères auxquelles vous référez pour être sûr de sortir de cet entretien avec les réponses que vous étiez venu chercher. Et merci beaucoup. Alors finalement, ces outils, qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'observation, le questionnaire et l'entretien, ils vous permettent de capter des données au temps T, c'est-à-dire de manière synchronique, au moment où l'on en parle. Euh, mais souvent, ce qui est très intéressant et qui a un vrai pouvoir explicatif, c'est de comprendre et de capter les dynamiques et les évolutions qui expliquent la situation qu'on observe aujourd'hui. Ça a un nom, ça s'appelle travailler en diachronique. Vous avez le diachronique, c'est le temps T, et le synchronique, c'est au temps T, le diachronique, c'est au cours du temps. Et là, quels outils pouvons-nous mobiliser pour capter ces évolutions au cours du temps? Alors nous, on voulait vous parler d'un outil en particulier qu'on mobilise particulièrement, c'est le récit de vie. Donc le récit de vie, il porte bien son nom, c'est qu'en fait, on va essayer de mettre notre interlocuteur en situation pour qu'il nous raconte sa vie. Alors évidemment, le but, c'est qu'on ne veut pas qu'il nous raconte toute sa vie. On veut qu'il nous raconte des parcours spécifiques relatifs à certaines dimensions. Donc là, par exemple, vous voulez comprendre sa trajectoire professionnelle, vous voulez comprendre sa trajectoire familiale, c'est-à-dire l'évolution dans un cadre familial, la phase d'émancipation, la reconstruction d'unité familiale à son échelle. Vous voulez, par exemple, là, c'est ce que je vous montre à travers cette illustration. Moi, je travaillais sur le lien entre agriculture familiale et migration, et je voulais lire comment chaque individu d'unité familiale mobilisait la migration, c'est-à-dire au cours de son parcours de vie. Est-ce qu'ils étaient partis à l'étranger ou dans la ville voisine? Sur quel pas de temps à l'étranger? Donc ça, c'est ce que vous voyez en haut du graphique. En noir, c'est des phases de vie où les individus ne résidaient pas dans leur lieu d'origine, c'est-à-dire le lieu, dans ce cas-là, où se situait leur exploitation agricole. Donc déjà, ce récit de vie avait un pouvoir explicatif ou d'expérience. Parler de l'avant permet de beaucoup mieux comprendre l'instant T, puisque les gens, quand ils vous font l'entretien en vous racontant la situation actuelle, ils sont capables de dire, tu te rappelles, je t'avais expliqué que dans les années 80, j'avais un cheptel de telle taille, etc., etc. Et en fait, du coup, ils sont beaucoup plus prolixes sur ce qu'ils veulent vous dire de la situation actuelle, parce qu'ils savent que vous avez en commun cette compréhension d'un bagage passé. Et ça, c'est très vertueux pour la compréhension de vos projets. Et dans un deuxième temps, quand je fais la somme de ces histoires de vie, ça m'a permis de comprendre, comme vous voyez, la construction d'un champ migratoire pour ma zone de référence, c'est-à-dire j'ai compris au fil du temps comment les gens captaient des ressources dans des territoires donnés où ils créaient des filières migratoires au fil du temps. Donc j'ai compris par exemple que le Honduras était un territoire de connexion historique entre le Nicaragua, que le Costa Rica était arrivé un peu plus tardivement, etc., etc. Le pouvoir explicatif du récit de vie. Donc voilà l'invitation que je voulais vous faire en vous parlant de ces outils classiques. Voilà, donc autre dimension que je sais que vous êtes de plus en plus amenés parce qu'on est quand même dans l'époque, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, du participatif et dans l'époque de utilisons les arts et l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, les méthodes participatives, c'est très bien, toujours à partir du moment où on les questionne et on se pose la question de leurs limites et de leurs biais. Et évidemment de se demander pourquoi le choix du participatif, quelle portée, quel est mon objectif et quelles sont les limites. Donc là, rapidement, je voulais juste vous reclarifier peut-être en deux définitions la différence entre des termes qu'on emploie fréquemment. L'atelier participatif, l'objectif, c'est de réunir des gens
avec la volonté de les fédérer autour d'une question donnée, dont on veut sortir avec une production collective. L'enjeu de l'atelier participatif, c'est vraiment ça. Par exemple, on veut en sortir avec une cartographie d'un lieu donné où ensemble, c'est l'exemple en bas à gauche de la photo, avec les éleveurs, on avait travaillé sur est-ce que vous pouvez nous dessiner vos différents pâturages pour qu'on comprenne l'organisation de l'année agricole au cours du temps. Le focus group, c'est différent, c'est vraiment une discussion de groupe ouverte. Et en fait, ce que vous, en tant qu'observateur, facilitateur, animateur, ce que vous essayez de comprendre, c'est les interactions entre les individus. Donc, vous posez un sujet ou une série de questions pertinentes, et c'est ce qui va se dire et ce qui va se dialoguer avec les acteurs, qui est la matière que vous cherchez à collecter. Vous voyez, c'est un peu ça la différence. Autre méthode participative que nous, on utilise particulièrement et qui produit ses effets une fois que les individus ont forgé ce lien de confiance dans le cadre de leur partenariat ONG entreprise, par exemple, ou en tout cas dans les projets de solidarité internationale, c'est le journal de projet. Un document sur un outil type, non pas pour faire la promotion, mais un Google, comment on appelle ça? Un Word mode partagé. Excusez-moi, j'ai perdu le terme. Et ça permet à chacun de l'alimenter. Donc, ça fait un peu comme un historique où chacun partage ses questionnements, alimente de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça fait une trace écrite et c'est autant d'outils et de matières qui peuvent faciliter la communication entre les acteurs. Donc là, on vous a mis quelques images en bas de situations où on travaille avec plein de types d'acteurs pour faire du participatif. Voilà. Alors, là, ce dont je voulais vous parler ensuite, ce sont les méthodes visuelles. Donc, j'ai fait une petite animation. Normalement, Iris, il peut y avoir, si tu recliques, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Waouh, encore une flèche. Voilà. Ah, juste avant, parfait. Donc, pour rappel, la démarche scientifique, 4 grandes étapes. Ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que si on regarde tout le travail fait par les métiers de l'audiovisuel, et ben finalement, il y a vraiment des articulations qui peuvent se construire entre ces démarches scientifiques et ces démarches dites audiovisuelles. Donc, tout simplement, quand je dis audiovisuel, je fais référence à la photographie, à la vidéo, au son, à la captation de son. Dans la phase de collecte de données, c'est ce que vous faites parfois de manière très intuitive, vous pouvez collecter, enregistrer vos entretiens, vous pouvez faire des photographies. La phase de post-production, quand vous traitez ces sons, quand vous traitez ces images, en fait, vous participez aussi à l'analyse de données. Parfois, on peut se dire, ah j'enregistre l'entretien parce que je suis dans le vif de l'entretien, donc j'essaye juste qu'il se passe bien, mais j'arrive pas en même temps à déjà sédimenter et analyser ce que la personne m'a dit. Donc, le travail d'enregistrement d'un son et de travail en post-production permet ça. Et évidemment, dans la phase de restitution des résultats, le fait d'avoir ces nouveaux matériaux, outre que vos analyses statistiques ou autres, ça participe aussi de renforcer votre travail. Et ce que nous, on trouve très intéressant, c'est quand vous décidez d'articuler ces outils de la recherche avec ces méthodes audiovisuelles, vous êtes clairement en train de renforcer une dynamique participative et collaborative entre les parties prenantes impliquées, c'est-à-dire autant les acteurs du partenariat, par exemple dans le cadre de ce que propose Coexiste, que dans le projet en soi avec les acteurs cibles. Donc, je vais vous détailler rapidement ça. Donc aussi, vous avez tous cet enjeu-là parce que quelle que soit votre identité, vous mettez en œuvre des projets avec des acteurs cibles. Et le but, c'est toujours l'enjeu de créer un lien de confiance et aussi d'accéder à leur perception de leur point de vue. C'est-à-dire, en fait, eux, quelle est la réalité qui porte sur un sujet qui, moi, m'intéresse. On est souvent dans un rapport de sachant-racontant. Par exemple, typiquement, c'est ce qu'on peut reprocher à la recherche, même si elle tente d'évoluer. Le chercheur vient, il pose des questions, quelqu'un lui raconte, répond à ces questions, et finalement, c'est le chercheur qui raconte l'histoire finale. Voilà, donc ça pose des biais, ça pose des asymétries, parce que finalement, les gens avec qui vous parlez, ce n'est pas un acquis ou un présupposé de base de dire que leur référentiel, c'est, par exemple, de travailler à l'écrit, de s'exprimer à l'oral, et que peut-être en plus, ils n'ont pas le même vocable que vous. Voilà, plein de situations qui fait que on doit aussi s'adapter aux acteurs avec qui on travaille. Et les méthodes visuelles permettent d'introduire des nouveaux modes de communication, si je puis dire. Donc, je vous en ai cité quelques-uns ici. Vous avez par exemple la photo-élécitation, c'est-à-dire qu'en fait, vous,
vous vous dites, bon, bah, moi, je sais pas, je travaille sur l'agriculture familiale, j'essaye de comprendre la rotation des parcelles dans un lieu donné. Vous venez avec des photos de culture, avec des photos, et cetera, et cetera. Vous les soumettez à la personne avec qui vous souhaitez dialoguer et ça va être un support de la discussion qui peut paraître beaucoup plus concret que, par exemple, de dire, je vais te poser des questions sur ta vie et puis alors qu'on se connaît pas, tu vas me raconter toute ton intimité. Vous voyez, ça peut faciliter le dialogue. Ce qui marche aussi très bien, c'est que vu que ce qui vous intéresse, c'est de comprendre la réalité de la personne depuis son point de vue, eh ben, on fait de la photographie participative, ça se développe énormément. Vous leur confiez les appareils photo et c'est eux qui vont vous dire qu'est-ce qui vaut le coup de déclencher une prise de vue. Vous avez aussi un autre outil qui s'appelle la balade socio-photographique que nous, on apprécie particulièrement. Ça peut être, par exemple, quand vous travaillez dans des sujets d'urbanisme ou quel qu'il soit finalement, c'est de dire à la personne avec qui vous travaillez qu'elle vous montre ce qui fait sens pour elle. Donc, en fait, elle est un peu votre guide et elle vous emmène dans ces lieux, dans ces territoires, dans ces espaces à elle. Et vous les documentez en les prenant en photo. Et en fait, chacun de ces espaces que vous allez parcourir ensemble vont évidemment générer du dialogue qui va intéresser par rapport à la question de recherche ou la question de projet que vous vous demandez. Le Photovox, c'est un peu le même concept. Et un outil que nous, on mobilise en ce moment qui fonctionne bien, c'est le journal WhatsApp, puisque c'est quand même un outil qu'on utilise tous et toutes beaucoup à titre pro ou à titre perso. Donc, ça peut être aussi évidemment Telegram, etc. Bah, le journal WhatsApp, c'est dire, bah, vous êtes tous et toutes, c'est la réalité pour beaucoup de notre vie professionnelle, débordés, avec peu de temps, pris par des injonctions diverses. Et quand il faut se poser pour déjà prendre le temps par l'écrit de raconter le factuel de son quotidien et ou alors même de devoir poser sa réflexion sur un sujet donné quand vous avez peu de temps à aménager pour ce temps à la réflexion, à la création, bah, le journal WhatsApp, c'est pratique. Donc nous, ce qu'on fait généralement, c'est les gens avec qui on travaille, on leur dit à l'issue d'une journée, à l'issue d'une activité, dans un moment où je ne sais pas pourquoi, sous la douche, tu as une idée de génie qui te vient, un petit vocal sur WhatsApp, ça laisse une trace écrite, ça permet de faire du dialogue, dans la même logique que le journal de projet pour les partenariats type Coexist, c'est très sensé. Et derrière, il suffit d'avoir un mécanisme léger méthodologique qui dit, il y a une personne en charge, c'est souvent nous dans notre cas en tant que chercheuse qu'on le fait, on centralise, on analyse cette matière et on la restitue aux acteurs. Et là, ce qu'on sait, c'est que la donnée avec laquelle on travaille, c'est bien la donnée de la personne la plus pertinente pour en parler. Et nous, on a plutôt un rôle de facilitatrice, de tiers-veilleuse, et on fait tout le travail un peu de synthèse et de digestion, qui est rarement celui auquel on a le plus le temps de se consacrer. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ici. Au final, qu'est-ce que je veux vous dire, en particulier dans les projets de solidarité internationale? Nous, en tant que chercheurs, on est un peu, animés par la quête de l'objectivité. C'est-à-dire, on court après l'idée il existerait une réalité vraie qui serait, détachée de tout biais. C'est un peu comme ça que la recherche a créé son hégémonie. Évidemment, je pense qu'on en fait tous l'expérience, quelle que soit notre situation, personnelle ou pro, il n'y a pas de réalité vraie et objective et je pense que l'enjeu pour un chercheur, et c'est des courants qui se développent maintenant depuis des années comme vous, c'est, d'objectiver la réalité sur un travail. C'est-à-dire tout simplement conscientiser avec quelles lunettes vous observez une réalité sociale, dans le cadre de vos projets professionnels. Et il y a un devoir, nous, qu'on appelle l'éthique de la recherche. Bah, c'est tout simplement de dire la réalité dont j'ai décidé de vous parler à travers mes rapports, à travers mes actions, à travers mes activités de solidarité internationale. Est-ce que je suis capable de vous expliquer de quel point de vue je les regarde? Donc, c'est ce qu'on appelle expliciter les conditions de l'enquête, c'est-à-dire faire preuve de transparence de à qui vous vous adressez, comment vous vous adressez à ces gens-là, et qu'est-ce que vous faites de ces données-là et comment vous avez décidé de les malaxer pour répondre à vos propres besoins. Donc là, vous avez monsieur Olivier de Sardan, que vous devez connaître, qui a beaucoup travaillé et qui a la force de travailler dans le monde du développement, donc c'est particulièrement approprié à notre propos, qui part de la politique du terrain. Vous avez aussi tous ces courants depuis les années environ 90 des savoirs situés. Donc ça, je pense que vous êtes familier, hein. Je vois que dans ces environnements de la solidarité internationale, c'est aussi des discours, enfin des réflexions qui sont de plus en plus portées. C'est finalement le savoir situé, c'est quelle que soit la situation auquel vous vous confrontez, de vous, c'est-à-dire chacun d'entre nous, de s'interroger sur notre position de producteur de connaissances. C'est-à-dire en fait, moi par exemple, je suis une femme française, née à l'étranger, chercheuse, donc avec un niveau de qualification qui est celui-là. Quand je me retrouve dans une situation collective ou dans une réalité sociale,
de où je parle, ce qui ne va pas être du tout la même chose que si, par exemple, vous êtes un homme issu plutôt du monde de la solidarité nationale, etc. Vous voyez, c'est avoir conscience d'où on parle, avoir conscience de ses propres limites et avoir conscience aussi des rapports de force qu'on peut produire sur nos interlocuteurs. Donc, c'est tout simplement prendre conscience du lieu dont on parle. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce qui a vraiment été très critiqué dans les milieux de la recherche, qui pendant longtemps ont été très portés par des hommes blancs. Et c'est donc des courants féministes, notamment venus des États-Unis, qui sont venus déconstruire ça en disant vous posez la recherche comme quelque chose d'objectif, d'une réalité vraie, sauf qu'elle est portée par des acteurs dominants qui sont en situation de privilégiés. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un autre point de vue, d'un autre endroit, et ça ne veut pas dire que cette réalité, elle est moins valide. Voilà. Vous avez exactement ces mêmes débats dans le journalisme. Vous avez aussi tous ces enjeux de collecte de données. En ce moment, on est beaucoup porté par des questions d'intersectionnalité, de genre. Si vous voulez, on pourra rentrer dans les détails après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être compétents sur ces questions-là. Comme on est dans des projets de solidarité internationale, excusez-moi, les enjeux d'interculturalité. Je sais que beaucoup d'entre vous, on est vraiment dans une évolution du monde de la solidarité internationale et que c'est des choses que vous posez sur la table à juste titre, c'est important. Et donc, cette question de l'éthique du terrain. Donc, moi, mon invitation en tant que chercheuse, c'est de vous dire, collecter des données, tout le monde peut le faire. Ce qui est intéressant de se dire, c'est pourquoi on collecte la donnée, comment on le fait et comment on est capable de rendre compte de quelle réalité on a voulu documenter. Voilà. Merci Iris. Voilà, donc là, je vous ai mis des outils. Donc, c'est principalement des revues et des petits manuels, on va dire, méthodologiques. Je vous conseille la première à gauche qui s'appelle la Revue française des méthodes visuelles, qui vous explique de manière très concrète comment vous pouvez utiliser la photo, la vidéo, etc. Je vous ai mis aussi, excusez-moi, Alternative humanitaire, qui pour le coup a aussi des numéros sur la recherche et l'humanitaire. Je vous ai mis la collection 128 qui est super. Pardon, c'est des petits guides de 50 pages sur un outil concret. Je vous ai mis le récent ouvrage des outils qualitatifs en géographie. Et après, les articles que je vous ai mis, c'était vraiment des lectures qui m'ont beaucoup stimulé, moi, avec Itane, durant nos années recherche, sur questionner notre posture sur le terrain dans des contextes très divers. Donc, à nouveau, Olivier de Sardan. Vous avez aussi, je la cherche, Wood, qui a travaillé dans des contextes de conflit en question de guerre, c'est-à-dire comment on fait, euh, comment on traite les silences dans les entretiens, enfin, vous voyez, comment on travaille quand on est doctorant ou qu'on est acteur de la solidarité internationale, qu'est-ce que ça change dans l'intérêt que les personnes ont à nous parler. Voilà, plein d'invitations à se questionner sur sa posture sur le terrain. Alors, le analyser, j'ai fait le choix, vu qu'on est limité par le temps et je n'ai aucune idée d'où j'en suis d'ailleurs, c'est de ne pas rentrer dans le détail. Et ce que je vous propose, parce que je crois que ça faisait plus sens, c'est d'aller directement à la restitution des résultats. Et donc, voilà, à nouveau de se poser la question, on est souvent dans une sacralisation du format écrit et que pour autant, c'est pas forcément la manière de faire avec laquelle on est le plus familière, c'est-à-dire écrire et lire pour rendre compte de notre travail au quotidien. Donc vraiment vous inviter à dire qu'il y a plein de manières de réinventer ces supports-là. Par exemple, le post de blog, d'avoir un site où chacun vient commenter, ça marche très bien. Comme je vous disais, le carnet de bord, de faire des posters où on se dit, OK, une idée clé, on travaille ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le rendu en soi, c'est la dynamique que vous allez mettre en œuvre pour en fait tout simplement vous réunir, avoir des temps de travail collectifs et en fait dialoguer entre vous, que ce soit au sein de vos projets avec votre équipe ou vos parties prenantes ou avec votre partenaire dans le cadre de ce que propose Coexist. Évidemment, vous avez aussi tous les formats oraux. Nous, c'est bête à dire, mais venant de la recherche, arrivant aujourd'hui dans le monde plus opérationnel, on se rend compte qu'en fait, notre valeur ajoutée, elle est lorsqu'on prend le temps de partager ce qu'on comprend à l'oral. Et puis, à nouveau, l'audiovisuel, c'est-à-dire, vous voyez l'émergence du podcast. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, vous savez, ce qui se développe beaucoup, c'est quand vous faites un rapport, vous dites, c'est merveilleux, j'ai passé des semaines à l'écrire et je ne sais même pas qui va le lire, de juste transformer le résumé de votre rapport en un podcast de 1 ou 2 minutes, ça c'est vraiment quelque chose qui accroche. Alors, vous écoutez ça à la sortie du boulot en disant « Ah oui, ce rapport, il va quand même me parler de ça. Ça a été résumé en 1 minute d'audio. » Et ben après, vous avez peut-être plus de chances que les gens aillent plus loin dans votre écrit. J'ai juste voulu vous montrer une illustration juste après ça et de vous dire ce que j'aime en particulier avec ces formats autres que l'écrit.
c'est qu'à nouveau, rappelez-vous, j'ai essayé de vous montrer que recherche et audiovisuel, ça permet d'être d'autant plus dans le collaboratif. Et ben, c'est quand même plus facile de diffuser des formats écrits innovants ou des formats sonores audiovisuels pour qu'une fois que vous avez fait votre projet, oui, vous avez essayé d'être participatif. Et d'ailleurs, je serais très curieuse de débattre jusqu'où vous avez été participative et jusqu'où ce participatif a vraiment été mis dans une logique de servir tout le monde dans le même intérêt. Eh ben, c'est aussi une phase où ça vous permet d'avoir une éthique, c'est-à-dire de dire j'ai produit quelque chose, j'ai produit une analyse, une réflexion, je vais la faire valider par les parties prenantes. Donc nous, maintenant, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire, c'est-à-dire avant de vous dire que c'est le rapport final, avant de vous dire que c'est la restitution finale, eh ben, il va y avoir quelque chose de pré-final où en fait on le met en débat avec les parties prenantes et c'est elles qui viennent donner la dernière validation. C'est pas je finis mon truc parce que le projet est fini, c'est non, je revois toute la chronologie de mon projet pour avoir ce temps de validation collective. Ce qui est super avec les méthodes audiovisuelles, c'est que vous voyez, ça ouvre le champ des possibles. Ce qu'il faut toujours se demander, c'est au final pourquoi je le fais. Alors nous, je peux vous dire qu'on on a fait des films audio, on passe par les mêmes hésitations. Au début, on le fait en se disant ça va être un outil de dialogue entre, on travaille beaucoup avec les personnes migrantes, donc avec les personnes migrantes et les personnes qui accompagnent les personnes migrantes, c'est-à-dire des associations avec des salariés, des bénévoles. Donc en fait, l'outil audiovisuel est plus un outil de médiation, de mise en dialogue. Et puis parfois, on se dit, ah, dis donc, cette richesse, ce serait quand même super dans le contexte actuel où, comme vous le savez, en France, ça devient assez problématique, cette question de la migration. Ce serait bien qu'on le partage avec le reste du monde pour sensibiliser et lutter contre la désinformation du grand public. Donc, en fait, on a le droit de faire ces passerelles-là. Mais quand même, au départ, il faut se dire vers où je vais. Donc là, c'est à nouveau dans la revue dont je vous ai parlé, la revue française des méthodes visuelles. Il y a ce schéma que j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez faire des films ou des sons dits de création. Votre objectif, c'est, vous êtes le réalisateur, que ce soit un géographe ou un acteur de la solidarité internationale. Et en fait, vous vous adressez à un spectateur, vous vous adressez à une communauté dont je veux que tu comprennes ce que j'ai à te dire. Ça peut être aussi des outils de participation. En fait, vous dialoguez avec vos parties prenantes. Moi, je suis le porteur d'un projet et je veux parler avec les agriculteurs d'une région donnée. Et aussi, ça peut être un film médiation où le but, c'est de créer du lien social, un dialogue qui jusque-là était peut-être inexistant, invisibilisé ou rompu entre mes acteurs cibles, par exemple mes agriculteurs, et un spectateur qui serait par exemple des consommateurs de produits locaux. Ouais, ça, c'est vraiment les revues que je vous donne, des outils très clés pour que vous ayez sur le concret. Iris, super. Donc, au final, moi, je vous ai présenté la démarche scientifique comme ce que font, nous, les chercheurs dans des laboratoires des universités. Mais dans tout ce que je vous ai dit, je suis sûre qu'il n'y a rien qui vous surprend. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette méthode, ce déploiement d'une démarche scientifique, vous pouvez très bien l'intégrer, c'est ce qu'on fait déjà, à des projets, à des missions, à des expertises classiques qui s'appellent l'évaluation de projet ou de programme, la capitalisation d'expérience ou dans les études. Et ce qui est intéressant, c'est que si ensemble, on aménage un peu plus ces espaces-là pour que la démarche scientifique prenne un peu plus sa place, c'est-à-dire renforcer ces 4 étapes, ce qu'on veut vous dire, c'est que nous, on est partisans de dire que c'est vertueux pour le projet en lui-même, mais aussi pour le partenariat. Alors, voilà. Donc juste, je voulais vous mettre, super, ouais, non, tu peux passer. Je voulais vous juste finir sur ces 2 réflexions-là. Pourquoi ça vaut le coup de créer ces partenariats entre acteurs de la recherche en sciences humaines et sociales et acteurs de la solidarité internationale? Bah, parce que déjà, on est tous plongés dans des logiques de projets qui sont souvent très court-termistes, quoi. 1, 2, 3 ans. Travailler avec la recherche, ça permet de sortir de cette temporalité-là et de dire, en fait, il y a des temps incompressibles. La réalité sociale, les dynamiques sociales, elles ne sont pas du tout en adéquation avec la temporalité du projet. Mettre un chercheur dans le jeu, ou en tout cas se mettre en position de nous allons faire ensemble de la recherche, ça permet de se resituer autant l'action de l'organisation que les thématiques traitées dans une temporalité qui nous semble plus adéquate. C'est aussi l'occasion pour toutes et tous de sortir de la tête du guidon et du côté très opérationnel et s'offrir des temps de réflexivité, de prise de recul qui sont souvent hyper vertueuses à la dynamique même du projet. Par exemple, pour vous conter une expérience, nous, on a fait un projet de recherche dite Action avec des associations à Montpellier d'appui aux personnes migrantes. Et ça a été assez incroyable de voir que le fait qu'on se rencontre de manière quotidienne sur plusieurs années,
On n'était plus dans une logique de on va faire des entretiens, ils nous donnent de la donnée en se demandant pourquoi ils participent. En fait, on était dans un processus de capitalisation au fil de l'eau. Et c'était super parce que c'est quand même des acteurs au travail précaire, plongés dans l'urgence permanente, surtout qu'on travaillait pendant la période Covid. Et en fait, c'est des outils aussi qui offrent de la reconnaissance à vos équipes et le droit de dire que ce qu'ils font a du sens et ne va pas juste être archivé et mis dans la bibliothèque de l'organisation parce que la capitalisation, il fallait le faire pour le bailleur et c'est fini. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment super. Et c'est aussi l'occasion, comme je vous le disais, de travailler des nouvelles productions qui sont plus adaptées et qui fait qu'on n'écrit pas pour écrire, on ne restitue pas pour restituer, mais on se crée des outils qui fait qu'on peut les réinjecter tout de suite dans l'action de demain. Aussi, et ça c'est hyper fort, ouais, c'est de dire que, j'espère vous l'avoir démontré, de vraiment conscientiser ces pratiques de recherche, quel que soit le niveau qu'on choisisse, elle permet d'objectiver les données collectées et analysées. Je vais vous donner un exemple concret. Quand nous, on essaye de dialoguer avec des acteurs de la solidarité internationale, vous nous dites: «Oui, on sait faire du questionnaire, oui, on est sur le terrain, oui, on peut conduire les entretiens», mais vous avez aussi vos biais parce que vous avez vos propres rationalités, vous avez vos propres, exigences et cetera. Et ben, en fait, c'est s'offrir le droit de re-regarder sa réalité autrement. Et ça, je pense que ça permet d'être dans des logiques systémiques, c'est-à-dire vous traitez une thématique à un moment donné, nous on va venir la resituer dans un environnement beaucoup plus complexe et puis ça permettait de limiter des biais en disant: «Bah, ça vous l'avez pas pris en compte, mais votre projet il a aussi des externalités négatives». Quand on se travaille ensemble à regarder les choses de manière plus globale et ben, tout le monde en sort gagnant. Donc voilà pourquoi nous on milite, pour, ces relations-là. Alors super, comment on fait très concrètement? Je vais vraiment accélérer et je vous promets que c'est la dernière slide. C'est de dire, oui, en fait, ça n'existe pas. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on se bat pour pousser les murs. On espère que vous y serez sensibles aussi pour le faire ensemble. Comment on peut faire? Bah, je vais pas tout redire, mais en gros, créer des cadres de recherche-action pour assurer bon ça je vous l'ai déjà dit, donc je saute. Il faut évidemment le nœud gordien, il est le même pour tous, adapter les dispositifs de financement. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas forcément très coûteux. Par exemple, on peut mettre en place des accompagnements annuels avec des petits budgets qui fait que juste on délimite des espaces-temps au cours de l'année qui fait qu'on prend le temps de la réflexivité. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, hein, créer de nouveaux tiers-lieux sciences-société, où tout le monde vient avec le même rapport de force. Évidemment, il y a un enjeu, à produire des nouveaux appels d'offres et offres techniques qui sont adaptés à ces nouvelles formes de collaboration et il faut que tout le monde fasse un pas de côté par rapport à sa manière de faire. C'est-à-dire que chacun opère un décentrage pour aller dans cet espace commun où chacun peut y gagner un intérêt et ça, pour les coups, c'est la seule chose dont je suis convaincue qu'à chaque fois qu'on essaye, ça marche plutôt bien. Je crois que c'était la dernière slide, Iris, où je me suis emballée? Tout à C'était ça. fait. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup, Anaïs, pour cette présentation, super riche. Donc effectivement, on n'a plus énormément de temps pour les questions-réponses, mais on n'a pas énormément de questions dans le chat, donc ça matche bien. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que vraiment, effectivement, il y a un intérêt, hein, à se poser sur le temps long et à intégrer la démarche scientifique au sein des projets de solidarité internationale. Et notamment dans le cadre de projets de partenariat ONG entreprise, parce que c'est des projets qui sont particulièrement complexes et plus on apporte de la complexité, plus on apporte des regards, des collaborations différentes, plus on a besoin de ce recul, et plus on a besoin d'être, on va dire, assez rigoureux sur les étapes et notamment sur l'évaluation pour pouvoir capitaliser et améliorer parce qu'on a moins la pratique et donc on a besoin de ces outils. Donc, merci notamment pour avoir mis en lumière les petits outils qui sont intéressants, particulièrement dans les projets de co-construction. Donc, je vais pas faire plus long sur cette petite conclusion. Je vais reprendre les questions qui ont été posées, les questions et remarques qu'on a eues sur le chat, notamment en termes de remarques, apports. On a eu une petite info d'un logiciel, enfin d'une association qui peut être assez pertinente, qui s'appelle Carte ONG, qui accompagne et forme à l'utilisation d'outils comme notamment Kobo Toolbox que tu as présenté, Anaïs. Donc voilà, c'était une petite suggestion pour ceux qui n'étaient pas très à l'aise avec les outils numériques. Et puis, on avait aussi pour continuer sur les outils, une question sur l'outil de la pyramide de la participation en SI faite par l'URD.
savoir, Anaïs, ce que tu en penses et si tu le connaissais. Oui, bah, merci beaucoup Cécile, je ne le connais pas, mais du coup je vais le découvrir. OK. Cécile, est-ce que tu pourras, peut-être nous mettre, en lien, dans le chat, l'outil et puis on le partagera aux participants, à la suite du webinaire. Merci, merci d'avance. On avait aussi une question, effectivement, cette démarche, initier ces démarches scientifiques, ça peut prendre du temps. On n'a pas forcément, le temps et puis, peut-être les connaissances en interne. En tout cas, on peut avoir besoin de solliciter, par exemple, un stagiaire, pour, initier une telle démarche. Est-ce que, toi, Anaïs, tu aurais, des suggestions, d'organismes, d'écoles, universités, à qui faire appel? Alors, la personne a mentionné, l'IRC de Montpellier et AgroParisTech, sur les diagnostics agraires. Est-ce que toi, tu as d'autres suggestions? Oui, non, c'est rigolo, merci, Jocelyne. Moi, j'ai vraiment été formée à cette méthode-là, en plus, donc c'est rigolo de la voir sortir là. Non, je pense que ce qu'il faut vraiment vous préciser, c'est que quand on vous parle des acteurs de la recherche, pour moi, il y a 2 catégories. Il y a donc les universités et les centres de recherche et je vous invite à ne pas hésiter à les toquer aux portes parce qu'en fait, les chercheurs sont toujours très contents de se connecter, à d'autres acteurs pour leurs projets de recherche. Par contre, les attentes que vous pouvez avoir, c'est en effet leur mise à disposition par rapport à vos besoins. Ça va être soit de co-construire un sujet de stage ou éventuellement de rentrer dans une logique de construction d'un projet de recherche. Pour le coup, là, ça risque d'être très long, énergivore, pour autant ça fait sens et après, on n'est encore pas du tout au point sur, comment on réinvente nos outils rien que juridiques pour que tout le monde soit engagé au même titre dans ces conventions-là. Et vous avez les acteurs, comme nous ou comme Carte ONG d'ailleurs, hein, qui sont des organisations support aux acteurs de la solidarité internationale, où nous, en fait, c'est vraiment notre cœur de métier et c'est les services qu'on propose. Donc le but, c'est de dire que nous, on peut le faire ensemble. Alors évidemment, la question, c'est toujours les financements, mais ce qu'on pense, c'est que typiquement, vous voyez des financements de l'AFD comme le FID, qui sont là pour oser des choses innovantes, en proposant des nouvelles manières de faire. Ça, c'est des choses dans lesquelles nous, on peut s'engager. C'est-à-dire, le but, c'est de partir de vos besoins, de les formaliser en une question de recherche et dire: «OK, ça fait sens pour tout le monde de travailler dessus à condition qu'on ait des sous» et là, c'est un dispositif qui est possible. Vous avez aussi, si vous voulez regarder, je pense, on travaille beaucoup avec la Maison des sciences de l'homme Sud, c'est-à-dire celle de Montpellier. Pour info, les maisons de sciences de l'homme qui sont partout présentes, c'est le relais entre le CNRS et les universités et la société. Donc, ils ont vraiment ce travail de lier. Et nous, à Montpellier, on a le dispositif Trait d'Union. Donc, ça veut tout dire, hein. Et eux, en effet, les associations leur font part de questions et de besoins qu'ils ont. Ils envoient des stagiaires qui essayent de mieux comprendre, de formaliser un peu ces besoins en des questions. Et derrière, Trait d'Union a 2 options. Soit ils vous proposent un stagiaire, soit ils proposent des médiateurs comme nous on fait. C'est-à-dire sur 1 an, on a des temps de rencontre et on travaille avec vous pour vous accompagner dans votre réflexion. Donc ça, c'est ce que je connais. Après, sachez que c'est de plus en plus fort, la recherche est de plus en plus contrainte comme vous à se financer sur projet. Un chercheur il a un salaire, mais s'il veut faire de la recherche, il faut qu'il trouve ses propres financements. Et donc, du coup, il répond en permanence à des appels à projets divers et variés. Et les appels à projets participatifs sont vraiment en pleine montée. Et du coup, c'est d'autant plus facile de vous intégrer, non pas comme on va travailler sur des populations cibles, on va travailler avec des intermédiaires que sont souvent vos organisations de la solidarité internationale, parce que vous avez cet accès au terrain, parce que vous avez ce lien de confiance, et du coup, ils vous intègrent à leurs propositions. C'est juste que ça demande un temps de mise en dialogue qui est assez long, quoi. Oui, mais merci, merci Anaïs. En suggestion, complémentaire, on a les étudiants du CIEDEL, pour, les questions, de développement local. Donc il y a le lien, sur la pyramide, qui a été mis, dans le chat et puis on vous le repartagera, post-webinaire. On a une question sur, les nouveaux formats de restitution des évaluations. Est-ce qu'ils sont déjà admis, par les bailleurs ou est-ce que ça aussi, ça demande un travail, de plaidoyer, tout comme du côté, des financements? Je pense qu'il existe déjà des marges de manœuvre. Par exemple, nous, on est en train de faire une évaluation de programme actuellement et on a réussi à même impliquer les bailleurs avant la restitution des résultats, c'est-à-dire comme un espèce de atelier réflexif à partir de l'analyse de l'évaluation.
Et ça a un pouvoir intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils acceptent d'être présents et de se mettre dans la posture de réfléchir avec nous, à de la matière qui n'est pas encore finalisée, bah, ça les responsabilise sur les résultats finaux qui seront donnés. Ils pourront moins les contredire, etc., parce qu'ils ont participé de cette fabrique-là. Donc, ça demande aussi souvent beaucoup de réexpliquer, dire non, vous venez pas à une restitution, vous venez avec un atelier réflexif, mais ça existe. Et moi, je trouve qu'en tout cas, sur les formats vidéo et son, on vous les demande souvent de plus en plus, quoi. C'est souvent que dans les livrables, on nous dit, ou même les appels d'offres auxquels on répond, faites le rapport habituel, mais ce serait bien que vous fassiez aussi une petite vidéo en plus. Donc, je pense que ça va vraiment grandir. Nous, les deux tendances qu'on voit émerger, c'est l'audiovisuel à toutes les étapes, c'est-à-dire autant pour faire de la com, autant pour faire de la collecte de données, du dialogue, autant pour restituer, parce qu'en fait, on vous demande, et on nous demande à nous dans la recherche, vu que c'est de l'argent public principalement, de rendre de plus en plus de comptes à la société. Et le deuxième motif qu'on voit émerger, c'est il y a le participatif dans les méthodes, mais il y a surtout les arts. Je ne sais pas si vous voyez un peu, on dit maintenant on va faire de l'artistique, et ça va aussi apporter, ce qui est très bien, hein. Nous, on le fait aussi un petit peu, mais tant que les choses sont questionnées, tout va bien. Donc je pense que ça, oui, très typiquement, tout le monde va s'adapter, quoi. OK, merci. Peut-être, pour, conclure cette, session questions-réponses, enfin, sauf, hésitez pas si vous avez encore une petite question à poser via le chat, on la prendra. On a vu dans les réponses, dans le cadre de l'inscription au webinaire, sur, votre utilisation des outils de sciences humaines et sociales, qu'il y en a qui disaient qui répondaient oui, d'autres qui disaient non, d'autres: «Ben, je sais pas trop, est-ce qu'on peut considérer, que ça en est?» Du coup, Anaïs, est-ce que toi, tu as une réponse sur jusqu'où on peut dire qu'on fait de la recherche, à quel niveau ça s'arrête, recherche, pas recherche? Oui, alors moi, j'ai une réponse un peu dichotomique, mais je dirais tout le monde peut se revendiquer d'un processus de recherche. C'est vraiment l'idée que je vous disais, hein, à partir du moment où vous êtes dans une logique, vous voulez produire de la connaissance sur un sujet donné, vous vous mettez, dans cette curiosité intellectuelle de comprendre le monde qui vous entoure et d'apporter des éléments explicatifs. Donc, ce qui fait surtout produit, c'est ça qui peut vous interpeller dans ma présentation, c'est que venant moi de la recherche et j'ai été formatée à me dire évidemment c'est moi qui suis légitime là-dessus et je me dis: «Mais en fait le reste du monde le fait sans qu'on ait eu besoin de les labelliser chercheurs, quoi». Donc en fait, c'est plutôt un encouragement à continuer. Je pense juste que ce qui est important et nous, c'est un peu la principale contrainte qu'on a, c'est quand on propose par exemple, un dispositif méthodologique pour faire même une expertise, quelle qu'elle soit, ou une étude ou une recherche, il va y avoir une réponse souvent dictée par les ressources allouées à vouloir élaguer. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas élaguer. Au bout d'un moment, on ne peut pas s'empêcher de lire l'existant, on ne peut pas s'empêcher de bien collecter ces données, etc. Donc, c'est plus ça. Je pense que si vous décidez de dire juste je fais de la recherche parce que juste je fais des questionnaires et des entretiens, ça ne me semble pas forcément valide. À partir du moment, et en fait, c'est ce que vous faites, vous vous dites je me questionne, je collecte de la donnée, je l'analyse, en fait, ça peut faire recherche. Moi, ce que je veux surtout dire, c'est que je pense que vos organisations de la solidarité internationale, si en interne, elles aménageaient un espace qui serait un observatoire ou un espace de dialogue avec des chercheurs, vous offririez le plus beau terrain qui soit à des acteurs de la recherche. Et au moins, on serait sûr que les problématiques de recherche ne soient pas formulées par des chercheurs sur des questions théoriques ou hors sol, mais bien des questions de recherche ancrées dans des territoires, ancrées auprès d'acteurs, et qu'on ferait de la recherche qui répond à de réels besoins. Donc en fait, moi, c'est vraiment ça l'idée que j'ai envie de défendre, quoi. OK, ben, c'est une super conclusion. Effectivement, c'est ça la richesse de la collaboration, hein, que ce soit, le monde de la recherche avec, la solidarité internationale, les entreprises, avec, les organisations de solidarité internationale. C'est une vraie richesse et c'est ce qui fait effectivement la pertinence, ben, de ce qu'on fait, du travail pour faire avancer, les choses sur le terrain, et pour les bénéficiaires. Un grand merci, Anaïs, pour, ta présentation et tes conseils. Un merci tout particulier parce qu'on a choisi le jour de ton anniversaire, donc un grand joyeux anniversaire pour faire ce webinaire et en plus tu es malade, donc vraiment, on a de la chance de t'avoir aujourd'hui. Voilà, alors, on vous libère, tout bientôt. Juste avant de clôturer, ce webinaire, je souhaite vous partager, quelques petites infos. Donc déjà, un petit focus sur 2 appels à projets, qui concernent, les coalitions, multi-acteurs. Donc on a actuellement, alors l'appel à projet, nouvelle coalition d'acteurs secteur eau et assainissement en Afrique francophone
qui est un appel à projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne, qui n'est pas actuellement ouvert, mais qui a une prochaine ouverture prévue courant juin a priori. Donc, ça permet d'avoir le temps de chercher un partenaire si on a un projet. Donc là, les critères pour répondre à cet appel à projet, il faut avoir une association chef de file qui a à minima 3 salariés et une entreprise basée en région Auvergne-Rhône-Alpes pour porter une solution innovante dans le pays d'intervention. Dans ce cadre-là, on a un webinaire d'animation de l'appel à projet sur la thématique de la qualité de l'eau avec Resacop et le PSO le jeudi le 16 mai de 10h à midi. Donc, notez déjà la date dans vos agendas, on vous en dira plus tout prochainement. Ce sera notamment l'occasion de rencontrer, des partenaires éventuels via des sessions de pitch. Et puis, il y a un autre appel à projet qui, lui, est actuellement ouvert, qui concerne le secteur de l'énergie, qui est l'appel à projet acteurs de l'énergie pour l'Afrique de la région des Hauts-de-France. Donc là, les acteurs qui peuvent aussi vous aiguiller pour trouver des partenaires et vous aider à répondre, c'est Liane Coopération Internationale et puis le pôle Médée. Donc là, pour répondre à cet appel à projet, il faut à minima 2 acteurs basés dans la région Hauts-de-France, de n'importe quel type. Ça peut être des acteurs de la recherche, des entreprises, des associations. Et il est ouvert, comme le rappelle une personne de l'équipe de Liane dans le chat, jusqu'au 31 mai cette année. Donc voilà pour les appels à projets. Et puis juste une petite demande, si vous pouviez nous faire un retour sur ce webinaire dans un processus d'amélioration continue. On vous enverra le lien après cette session, mais vous pouvez déjà scanner le flash code qui apparaît à l'écran, comme ça c'est fait. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis, ça apparaît pas sur le slide, mais on est actuellement en train de travailler sur une série de podcasts à Coexist. Donc, a priori, on est bon sur le choix du format. Suite à la présentation d'Anaïs, c'est plutôt dans les tendances. Sur la démarche partenariale, où du coup, on sollicite des ONG et des entreprises qui ont cette expérience de la co-construction pour éclairer la démarche partenariale. Donc, si jamais parmi vous, auditeurs, vous avez cette expérience, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on en discute très rapidement.